6 janvier 2026. Un processus censé être millimétré s'est brutalement emballé, balayant toutes les prévisions des experts. Le FIVOLC, l'organisme de surveillance philippin, vient de faire basculer le volcan Mayon au niveau d'alerte 3. Oubliez l'explosion soudaine ou le cataclysme unique. La menace est bien plus sournoise. Un dôme de lave gonfle au sommet et menace de tout emporter. Il s'effondre à une cadence infernale, un rythme impossible pour un système volcanique normalement stable. Ce qui devait prendre des semaines entières se produit désormais en quelques jours seulement. Au lieu de quelques coulées ardentes par semaine, le géant en crache désormais près d'une centaine quotidiennement. Le cône parfait du Mayon, cette silhouette iconique gravée dans les manuels scolaires et qui a fait rêver des générations de voyageurs, est en train de s'effriter, morceau par morceau. Chaque effondrement libère des avalanches de feu et de roches hurlant sur les flancs de la montagne. Ces nuées ardentes dévalent les pentes à plus de 100 km/h. Face à ce monstre de 2463 mètres, une angoisse grandit chez ceux qui le guettent. Sommes-nous au début d'une crise encore gérable? Ou est-ce la face visible d'une mécanique infernale qu'aucun système ne peut réellement anticiper? Pour saisir l'ampleur du danger, il faut comprendre le tempérament habituel du Mayon. Il faut piger ce qu'implique réellement ce passage au niveau d'alerte 3. Tout est consigné dans le protocole de sécurité volcanique des Philippines. Le Mayon est, sans conteste, le volcan le plus nerveux et actif de tout l'archipel. Depuis les premiers écrits en 1616, il est entré en éruption 54 fois. Faites le calcul. Il s'énerve environ tous les 7 ans depuis plus de 4 siècles. La province d'Albaï s'est littéralement construite autour de cette bombe à retardement géologique. Les paysans cultivent ces terres volcaniques si fertiles pendant que les villes s'accrochent à ses pieds. Ici, les générations ont appris à décoder les humeurs du colosse, les odeurs de soufre et les secousses. La nuit, il scrute les moindres lueurs rouges qui s'échappent du cratère. Le FIVOLC a déployé une véritable toile d'araignée technologique pour ne jamais le quitter des yeux. Des sismomètres captent les moindres vibrations, tandis que des inclinomètres traquent le gonflement du sol. Des capteurs reniflent le dioxyde de soufre, alors que des caméras thermiques traquent la moindre source de chaleur. Des postes d'observation visuelle sont postés partout, à des distances stratégiques. Ce n'est pas une simple surveillance. C'est une garde scientifique non-stop, 24 heures sur 24. Une telle vigilance s'impose, car le Mayon est un tueur né, comme en 1814. Cette année-là, l'éruption a enseveli des cités entières, faisant plus de 1200 victimes. Le niveau d'alerte 3 occupe une place charnière dans leur système gradué sur 5 paliers. C'est le signal d'alarme indiquant qu'une éruption majeure devient imminente et périlleuse. Cela confirme que le magma a déjà grimpé très haut dans les entrailles de la bête. La lave est si proche de la surface qu'au moindre sursaut, tout peut exploser violemment. Si la situation s'envenime, l'évacuation forcée de la zone de danger permanent est déclenchée. Ce périmètre de sécurité s'étend sur un rayon de 6 km autour du sommet. Toute la région bascule alors dans un état de préparation maximale face au chaos. Voilà la ligne de front. C'est le protocole de survie établi. Les experts d'IFIVOLC connaissent cette partition tragique par cœur. Ils l'ont répétée et affinée après des décennies de face-à-face avec le volcan. Le système tient bon car, même si un volcan est imprévisible par nature, il suit généralement des schémas que l'œil humain peut déceler. Dans nombre, les scientifiques guettent désormais le moindre signe d'une accélération fatale. Pourtant, les signaux émanant du Mayon dès l'entame de janvier 2026 dégageaient une telle violence que même les vulcanologues les plus aguerris pesaient leurs mots avec crainte. Les statistiques hurlent une vérité qui pulvérise totalement les modèles de prévision habituels. Du 8 au 14 janvier, en l'espace d'une minuscule semaine seulement, les balises sismiques ont détecté entre 37 et 100. Nuées ardentes chaque jour. On ne part pas de la semaine, mais d'un rythme quotidien. Les éboulements massifs, ces moments où d'énormes blocs de roches et de lave figée décrochent. Pour dévaler les flancs, oscillaient entre 72 et 256 événements quotidiens. Pour bien réaliser l'ampleur du désastre, une nuée ardente, ou PDC, n'est pas qu'une simple pluie de gravats. C'est une avalanche infernale rasant le sol, chargée de débris volcaniques surchauffés, de roches pulvérisées, de cendres et de gaz toxiques.
Elle peut cracher des températures de plusieurs centaines de degrés et foncer à une allure rendant toute tentative de fuite absolument vaine. Ces nuées ardentes ne laissent aucun répit, contrairement à l'alerte d'un séisme classique. Elles surgissent du néant dès qu'un pan du dôme sommital s'écroule brutalement. Dévalant les versants du volcan en empruntant le chemin le plus direct, incinérant instantanément tout sur leur passage. Personne ne peut les distancer à la course. Aucun abri conventionnel ne peut résister à un tel souffle de mort. Et le Mayon en vomissait des dizaines, frôlant les 100 par cycle de 24 heures. Ce dôme de lave, véritable bouchon de magma visqueux s'extirpant péniblement du cratère sommital, se bâtissait tout en s'auto-détruisant. La roche en fusion jaillissait, se figeait à peine en structure précaire, avant de s'atomiser sous sa propre masse, ou sous les secousses souterraines. Chaque effondrement engendrait une nouvelle nuée ardente dévastatrice. Chaque passage lacérait les flancs du volcan d'une nouvelle cicatrice thermique purulente. Les taux de dioxyde de soufre enregistrés par spectrométrie explosaient littéralement, confirmant un dégazage massif de magma frais à très faible profondeur. Les optiques thermiques captaient une incandescence constante et menaçante tout en haut. La preuve irréfutable que la matière en fusion bouillonnait, prête à frapper. La physionomie du sommet se métamorphosait sans répit sous l'action de force, agissant en quelques heures à peine, loin des cycles de plusieurs semaines ou mois, habituellement décrits dans les manuels de géologie pour ce genre d'activité. Venant d'un volcan moins réputé, on aurait pu crier à l'erreur technique, mais le Mayon demeure sans doute le monstre le plus scruté de tout l'archipel philippin. Tous les capteurs indépendants confirmaient cette accélération terrifiante. Sur le terrain, chaque équipe de guet rapportait exactement les mêmes visions d'apocalypse. Le ton des bulletins officiels du FIVOLC gardait son sang-froid, rigueur oblige. Pourtant, le basculement du niveau d'alerte 2 vers le niveau 3 en début janvier ne laissait planer aucun doute. Le comportement du géant venait de franchir un point de non-retour. La machine infernale n'était plus en phase de chauffe. Elle crachait désormais des phénomènes d'une dangerosité extrême. Qu'est-ce qui peut bien pousser un dôme de lave à s'effondrer avec une telle frénésie? Pourquoi ce débit de magma est-il si élevé que l'instabilité devient la seule norme? L'explication scientifique réside dans le bras de fer entre le débit d'alimentation, la pression des gaz dans la cheminée et la viscosité de cette roche liquide. Tout dépend aussi de la solidité structurelle du dôme. En remontant à toute allure, le magma libère des gaz dissous, surtout de la vapeur d'eau et du dioxyde de soufre, qui s'échappent dès que la pression chute. Une pression interne titanesque menace de pulvériser le magma ou de déclencher une effusion brutale. La lave du Mayon est une mélasse visqueuse et mortelle qui refuse de s'écouler librement. Tout s'engorge, monte en pression et finit par s'extirper par saccades violentes. Le dôme grossit par crises successives. C'est exactement le scénario qui se joue ici. Ces effondrements à répétition trahissent un chaos bien plus profond dans les entrailles. Soit un débit de magma anormalement furieux venu des profondeurs, soit une structure sommitale devenue totalement instable et prête à basculer dans l'abîme. Le FIVOLC, l'Institut sismologique des Philippines, scrute chaque sursaut du monstre. Il traque la moindre vibration pour démasquer les intentions réelles du magma. Ces secousses sourdes ne trompent personne. La mise sous pression est totale. Les trémors hurlent que les fluides et la roche fondue déchirent tout sur leur passage. Les déformations du sol sont un casse-tête infernal à déchiffrer en temps réel. Il faut savoir si le volcan entier gonfle comme une bombe prête à exploser, signe d'une intrusion profonde, ou si seul le sommet s'apprête à céder. Le drame de la surveillance, c'est qu'elle montre l'agonie sans prédire la mort. La science ne livre que des probabilités. Jamais de certitude absolue. Un dôme peut s'écrouler 100 fois, sans pour autant provoquer l'apocalypse. Mais un seul séisme peut faire sauter le bouchon et libérer l'enfer. Les chiffres offrent une vigie, mais ils ne sont pas des boules de cristal. L'enquête se poursuit sans relâche, capteur après capteur, mesure après mesure. Chaque nouvelle donnée peut confirmer le diagnostic ou forcer à tout repenser. Les experts maîtrisent les rouages de la machine infernale, c'est certain. Pourtant, comprendre la mécanique ne permet pas d'en connaître le dénouement. À chaque rapport officiel,
une question glaciale reste suspendue dans l'air. Sommes-nous face au prélude d'un cataclysme sans précédent? Ou n'est-ce que le volcan qui s'épuise à travers ses effondrements sporadiques, jusqu'à ce que ses réserves de lave superficielle soient totalement taries? Le calvaire humain commence bien avant que la lave ne fasse la une. À la mi-janvier, plus de 2800 personnes avaient déjà fui. Ils ont dû abandonner la zone de danger mortel de 6 km. 600 autres ont préféré l'exil volontaire par pure prudence. Ceux-là savent que les périmètres de sécurité ne sont que des traits de plume. Les nuées ardentes se moquent éperdument des cartes administratives. Le vent peut porter la cendre bien au-delà des cercles tracés par les autorités. Ce ne sont pas que des statistiques. Ce sont des familles brisées, des paysans séparés de leurs bêtes, des enfants arrachés à leur école. Les gymnases et centres municipaux sont devenus des refuges de fortune. Les secours s'activent pour fournir de l'eau, des vivres et des produits d'hygiène. L'État et les provinces tentent de maintenir ce soutien vital coûte que coûte. L'onde de choc économique dévaste tout sur son passage. Albay survit grâce au riz, à la noix de coco et à la bacca. Ces 6 km enferment les terres les plus fertiles de la région. Un sol riche, engraissé par des siècles de colère volcanique. Cette générosité de la terre qui attire les hommes sur ses flancs est aujourd'hui la raison cruelle pour laquelle ils doivent tout quitter. La terre ne fait pas de pause. Les moissons n'attendent personne. Les bêtes crèvent de faim et le matos laissé là-bas, c'est tout le fric d'une vie qu'on peut pas rayer de la carte. Le tourisme, l'autre poumon de l'économie, s'est effondré en un clin d'œil. Cette silhouette parfaite du Mayan, c'était l'aimant à visiteurs du monde entier. Mais désormais, tout ce qui se trouve dans la zone de mort est verrouillé. Les expéditions en quad, les treks et l'aventure, tout est suspendu, figé par la menace. Dans les environs, les hôtels sonnent creux et les annulations s'enchaînent. Les voyageurs ont décagné vers des cieux bien moins inflammables. Cette cendre, même discrète au début, c'est un poison qui rampe et qui s'insinue partout. Un simple voile de poussière et le quotidien bascule. L'eau devient imbuvable. Ça flingue les panneaux solaires, ça bousille les poumons et ça achève les récoltes. Plus loin, on guette le vent, l'angoisse au ventre. L'œil rivé sur l'horizon, masques au visage et cuves protégées, on se barricade comme on peut. Moralement, cette évacuation, c'est un véritable rouleau compresseur. C'est pas un séisme éclair ou un typhon, c'est une agonie psychologique qui s'étire à l'infini. Les réfugiés ne rentrent pas après 2 jours pour reconstruire leur vie. Ils attendent. Ils bouffent du bulletin météo. Ils boivent les paroles des experts. C'est une existence entre parenthèses. Ta maison tient encore debout, mais elle est dans le viseur d'une force que personne ne contrôle. Pour ceux qui bravent les interdits et restent sur place, c'est un pari sanglant avec le destin. Certains refusent d'abandonner leurs bêtes ou le peu qu'ils possèdent. D'autres pensent que les alertes officielles, c'est du fla. Et beaucoup n'ont juste nulle part où crécher. Aucun soutien. Rien. Chaque décision est un bras de fer entre des stades froides et la survie pure. La machine des secours s'est mise en branle. Implacable et rodé. Les rapports tombent sans arrêt, parfois plusieurs fois par jour, comme un compte à rebours. On traque les secousses, les coulées de feu et les moindres gargouillis du monstre. Les forces de l'ordre verrouillent les 6 km de la zone rouge avec des barrages. En haut lieu, on essaie de colmater les brèches et de gérer l'ingérable. Sur le papier, tout roule. Mais face à une montagne de feu, le système avoue ses limites. On ne dompte pas un volcan en furie. On peut juste essayer de ne pas finir en cendres. Fuir sauve la peau. Mais ça vous jette dans une autre forme de misère. Ces camps de réfugiés bondés deviennent des nids à microbes. On perd son taf, on accumule les dettes, et le mental finit par lâcher. Plus l'attente s'éternise, plus le piège se referme sur ces familles. On commence à parler de tout raser, de déplacer des villages entiers pour de bon. Mais déraciner un peuple, c'est bien plus qu'un casse-tête logistique. C'est un séisme culturel, une fracture brutale de l'âme. L'identité de ces gens est soudée à cette terre. Leur survie dépend de ce sol précis, pas d'un autre. Les chèques de dédommagement, même généreux, ne remplaceront jamais une vie qu'on arrache. Et un héritage qu'on enterre. Certains misent tout sur la tech, des alertes dernier cri et des réseaux de surveillance pour voir la fin arriver de plus près. Sans oublier les applis d'alerte balançant des notifs basés sur du pur temps réel. Des avancées majeures, certes,
mais qui ne règle en rien le fond du gouffre. On gratte quelques minutes ou des heures précieuses dans des scénarios où même l'info parfaite ne garantit aucune survie si tu te trouves au mauvais endroit quand le dôme s'écroule. Ouvrages d'art, remparts et canaux de déviation pèsent bien peu face à la furie des courants pyroclastiques. Trop véloces, bien trop brûlants et trop imprévisibles pour être canalisés. La montagne suit sa propre loi. L'infrastructure humaine ne fait qu'atténuer les bordures du chaos volcanique, sans jamais dicter ses règles. Les autorités ont donc paré au plus pressé. Évacuation massive, vivres distribués, alertes lancées et zones d'exclusion verrouillées. Un travail pro lesté par le poids de la mémoire historique. Avec la certitude que les colères passées ont déjà fauché des vies, car on a méprisé les alertes ou que la science manquait encore de vision. Mais piloter un désastre n'est pas le résoudre. Le volcan reste en éveil. Le dôme enchaîne ses cycles de croissance et de chute. La vraie question n'est plus de savoir si la riposte est à la hauteur, mais si la notion même d'efficacité existe encore face à ces puissances géologiques qui imposent leur propre calendrier. Au moment où j'écris, le maillon stagne au niveau d'alerte 3. Le dôme du sommet poursuit sa danse macabre entre éruption et effondrement. Le FIVOLX surveille 24 heures sur 24. Les déplacés s'entassent dans des abris de fortune. Leur avenir suspendu aux entrailles bouillonnantes, juste sous leurs pieds. C'est du sérieux. Pas de quoi paniquer, mais tout pour rester sur ses gardes. Pour suivre les directives. Pour comprendre que frôler un volcan actif exige de signer un pacte avec le temps géologique. Pourtant, cela soulève des interrogations qui dépassent largement ce seul événement. Ça signifie quoi, au juste, vivre sur les flancs d'un monstre? Pourquoi s'obstiner dans ces zones rouges malgré des siècles de dévastation? La réponse n'est ni l'ignorance, ni le fatalisme pur. C'est une affaire de fric, d'héritage et de paris pragmatiques sur le calme passager. La plupart des éruptions préviennent, et la richesse des terres compense le coût des rares cataclysmes. Le maillon finira par redescendre en pression. La vie reprendra ses droits en zone rouge. Les paysans retourneront labourer. Ce cône parfait continuera de narguer l'horizon, aussi magnifique qu'indifférent. Mais une ombre plane. Est-on en train de s'adapter au réel ou de simplement repousser l'inévitable? La résilience est-elle de la sagesse? Ou ressemble-t-elle plutôt à de l'espoir, cette fois qu'on verra le coup venir, qu'on sera paré cette fois-ci? La montagne ne répond à rien. Elle poursuit sa course.